Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour chers émotifs talentueux, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Caroline Dequet à titre de témoignage. Alors Caroline a découvert son haut potentiel à l'âge adulte et pour elle je pense ne pas me tromper en disant que ça a changé pas mal de choses et j'ai eu envie aujourd'hui de l'interviewer sur son parcours ainsi que sur des clés qu'elle aura peut-être envie de nous transmettre. Voilà. Bonjour Caroline. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être parmi nous, en l'occurrence. Oui, mais voilà. Mais moi aussi, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir, d'autant que j'ai eu l'occasion de te voir. Le mot que je mets dessus, c'est grandir durant ces derniers mois. Et puis, je trouve que c'est super important de pouvoir témoigner du parcours de vie de personnes qui se découvrent, on va dire sur le tard, en tout cas, qui ne savent pas qu'elles sont concernées, que ce soit par le haut potentiel ou par l'hypersensibilité dès l'âge dès l'enfance, hein, quand on le découvre à l'âge adulte, ça change quand même pas mal de choses. Et parce que je trouve que quand on a effectivement des témoignages, ça nous permet de trouver des points de repère, de se retrouver, de se reconnecter à des choses qui vont nous parler, puis d'autres peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, de mieux se situer et de se comprendre. Donc voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, ce que j'ai envie, pardon, de te demander dans un premier temps, c'est qu'est-ce que tu savais du haut potentiel avant de découvrir que tu étais concernée? Ce que j'en savais, c'était que, en l'occurrence, c'était des surdoués, Mhm. donc des personnes qui potentiellement étaient au-dessus de la masse, assez mal perçus, ou en tout cas comme des intellos binoclars qui pouvaient soit tout réussir, soit étaient dans leur tour d'ivoire complètement perchés. Ok, donc il y avait le côté complètement perché dans la tour d'ivoire aussi pour toi. Et donc tu savais pas du tout que tu étais concernée. Est-ce que on avait déjà suspecté certaines choses? Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, j'ai une maman qui est décédée aujourd'hui, qui était psychologue. Mhm. Et il s'avère que j'ai découvert sur le tard qu'elle nous avait fait tester ses quatre enfants et que nous étions deux dans la fratrie à l'être et qu'elle ne nous en avait jamais parlé. Le sentiment d'être décalée, Mhm. différente, de ne jamais réussir à rentrer dans un groupe. Il y avait toujours un truc qui faisait que je ne me sentais pas à ma place. Et ce sentiment de décalage, il était vraiment renforcé par le fait que lorsque j'arrivais dans un groupe, pleine d'enthousiasme, hyper positive, avec une personnalité assez exubérante, elle s'est calmée un peu depuis, j'ai 50 ans et un an, et en fait, les autres avaient l'impression que je les écrasais en permanence. J'avais une faculté d'organisation, de prendre les choses en main. Et on finissait par m'évincer du groupe parce que je gênais. Et je ne savais pas comment me positionner, comment agir, en fait, pour réussir à susciter l'attention, voire même l'affection des autres. Et c'était quelque chose d'extrêmement frustrant et douloureux pour moi. Et donc, quand tu nous partages ça, j'entends que c'était déjà au moment de l'adolescence, tu vivais déjà ça, Oui, ou ça a été oui, plus oui. tard? Le seul moment durant lequel je me suis sentie véritablement légitime sur le fait d'être étrangère dans un environnement, c'est lorsque je suis partie en Allemagne pour faire mes études. Hmm.
Et là, pour moi, ça a été une vraie révélation parce que j'étais en effet légitime à être étrangère quelque part. Et c'était le sentiment que j'avais toujours eu précédemment. Mhm. Oui, ça me parle beaucoup. J'en parle dans mon précédent podcast, hein, où effectivement, j'explique que quand moi j'ai vécu aux États-Unis, il n'y avait pas ce sentiment de décalage parce que d'une certaine manière, on était tous décalés dans un pays où qui n'était pas notre propre pays. Donc, je l'ai entendu plusieurs fois. Merci pour ce partage. Et donc, je comprends aussi que professionnellement, ça a été le cas aussi, cette difficulté de trouver ta place. Alors, en fait, j'ai fait plein de métiers complètement différents Mhm. et j'ai essayé plusieurs choses. Je suis assez douée en langue puisque je maîtrise donc l'allemand, j'ai fait mes études en Allemagne, l'anglais et l'italien, avec une curiosité personnelle qui me pousse toujours à aller au contact des autres et c'est l'humain qui me porte. Oui, j'ai fait des études de commerce international, donc nécessairement commercial, directrice de service client-export. J'ai été office manager, j'ai fait de l'événementiel aussi. J'ai créé plusieurs entités pour être à mon compte. Et en fait, j'ai toujours eu le sentiment que je finissais par faire le tour du truc et que ça n'avait plus aucun intérêt pour moi. Ça ne faisait plus sens puisque j'avais fait le tour du job. Mhm. Et Donc, donc, j'avais quand tu envie avais fait le d'essayer tour, autre tu chose. faisais autre chose, c'est ça? Exactement, tout à fait. Je passais à autre chose. Et qu'est-ce que ça a suscité chez toi, le fait de changer régulièrement? Est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Est-ce que c'était compliqué? Alors, en fait, ça a été de la part de mes proches et des gens en général très culpabilisant parce que pour, entre guillemets, les autres, hein, ils avaient le sentiment que je ne finissais jamais rien. Alors qu'en fait, il y avait bien un début, un milieu et une fin, puisque je ne trouvais plus d'intérêt, ou plutôt aujourd'hui, je dirais, je ne trouvais plus de sens Oui. dans ce que je faisais. Donc je lâchais. Pour toi, c'était clair. Mais par contre, évidemment, tu parles du regard des autres par rapport Oui, à tous ces changements. tout Hein, à fait. c'est pas forcément entendu et compris par une. Et la prise de risque hein, d'aller faire autre chose, de se challenger, de se dépasser, de ne pas se contenter de rester dans son petit univers, dans son microcosme et d'avoir envie de plein de choses. Enfin, je ne parle pas d'idéal ou d'absolu, bien évidemment, parce que là, on va trop loin. Mais il y avait quand même quelque chose de ça. Et je ne suis pas sur Terre pour rester recroquevillée dans mon microcosme. Je Euh, comprends bien. je trouve, en tout cas. C'est pas moi qui vais te contredire, effectivement. Je vois bien de ce dont tu nous parles. Euh, donc, est-ce que tu avais la facilité à connecter avec quand même certaines personnes? Est-ce que tu avais des groupes d'amis ou est-ce que, au contraire, c'était compliqué également? Alors, j'ai fini par faire une chose. C'était très drôle parce que c'est mon troisième enfant, Augustin, qui m'a dit il y a 3 ans de cela, chose comme ça. Maman, je fais la même chose que toi. Alors, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et il m'a dit, ben, en fait, je n'arrive pas à rentrer dans des groupes non plus. Et alors, je crée mon propre groupe. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était vraiment très enrichissant. Et j'ai eu l'occasion de faire une soirée d'anniversaire paillettes avec uniquement des femmes. Il y avait une quarantaine de femmes qui étaient présentes. Et une de mes amies m'a fait un très, très beau compliment. Elle m'a dit, c'était incroyable cette soirée parce que dans chacune des femmes présentes, en fait, j'ai retrouvé un aspect de toi. Oh, c'est beau ça. Oui, c'était très chouette. C'est beau. Et c'est Ouais. beau de voir ce que tu as créé, en fait. Hein. C'est une façon, je sais pas jusqu'où c'était conscient, mais effectivement, de te créer finalement l'univers qui était important pour toi, qui était Oui, et juste pour puis toi. je trouve que c'est hyper important aussi de créer du lien, de faire des connexions avec les gens. C'est pour moi, en tout cas, le partage. Bon, j'ai intégré dans les langages de l'amour que les moments de qualité étaient mon langage à moi, dans les deux sens. Et voilà, je trouve que c'est tellement incroyable d'aller à la rencontre de l'autre. Oui, oui, vraiment. Euh, Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie de ta singularité, de ton potentiel? Notre fils est né Hmm, à 4 ans et demi. Aujourd'hui, il a 23 ans. Nous nous sommes retrouvés avec un petit garçon qui était en dépression. d'accord.
Et là, on a pris le taureau par les cornes et c'est ma mère qui m'a dit, c'est là où elle m'a lâché le morceau, ce serait bien que tu le fasses tester. Quand tu as un enfant précoce, en fait, surtout si c'est l'aîné, tu ne te poses pas la question de savoir comment les autres fonctionnent, puisque toi, le tien, il fonctionne de cette manière-là. Donc, en fait, Ouais, c'est du standard pour toi. bien sûr. Donc, voilà. Et c'est en le voyant interagir avec les autres que je me suis rendu compte, oh là là, il y a un truc qui ne va pas là. Enfin, qui ne va pas. En tout cas, c'est pas en adéquation. Quand il joue avec les petites voitures, il fait des lignes en fonction des tailles et des couleurs. Il n'est pas en train de faire vroom vroom. C'est le détail qui me revient, qui paraît stupide, mais en fait, ça, c'est une réalité de jeu. Et on avait un petit garçon qui, à l'époque, on était en Belgique, encore à Bruxelles, et qui était donc en maternelle et qui s'ennuyait à tel point que l'institutrice lui avait donné des catalogues de vente par correspondance et il passait sa journée à découper dans le catalogue et en créant des univers sur des feuilles vierges. Et donc là, je me suis dit, bon, là, Caroline, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, je l'ai fait tester et à ce moment-là, on a mis le doigt dessus. Et tout à coup, je me suis intéressée à la chose et ça a été un coup de tonnerre. Mhm. Un coup de tonnerre pour moi parce que tout à coup, ça s'éclairait. Mhm. Un tsunami pour mon époux, puisque là se trouvait positionné l'aspect génétique, l'aspect décalage qu'il avait aussi, et lui par rapport au milieu social. Donc, on accumule chez lui un certain nombre de facteurs. Et en fait, ça a été vraiment violent parce que, OK, d'accord, tu as un diagnostic, enfin, j'aime pas le mot diagnostic, il y Non. a un état de fait. Euh, et puis après, on en fait quoi? Oui, mais oui, je vois très bien. Une des raisons pour laquelle j'ai créé le congrès d'Ouan, c'était C'est que ça, ça a été moi ma question. J'ai dit, OK, maintenant je fais quoi avec ce truc, c'est ça. quoi? Bah, OK, t'es gentil, tu sors de chez le psy et bon, bah, t'as un chiffre, d'accord? On te dit, voilà, votre fils, il est à ça, il y a ça, ça, ça. Pour peu que le bilan ait été fait correctement et bien restitué, ça te donne un peu des clés, pardon, pour peu que ça n'ait pas été fait correctement et qu'on te donne juste un truc, un machin, un bidule, bah là, c'est encore plus difficile ou délicat. Et voilà, donc en fait, j'ai tâtonné et encore tâtonné. Donc oui, c'est à partir de ce moment-là que ça a fait tilt et que je me suis dit, là, Caroline, il faut vraiment que tu te mettes sur le sujet pour voir à quoi ça correspond et comment je pouvais accompagner au mieux notre fils et puis notre fille et puis nos deux autres fils C'est derrière. bizarre, les chiens font pas des chats, hein, Ouais, mais il paraît. Et avec 4 profils complètement différents. C'est formidable, la parentalité, parce qu'en fait, c'est une remise en question perpétuelle. Il n'y a ouais, jamais c'est de sûr. solution qui fonctionne pour l'un et pour l'autre. Donc, on est tout le temps obligé de se remettre en question ou d'aller chercher un peu plus loin. Ouais. Mais d'autant que toi, en fait, hein, si je fais un petit calcul rapide, ça remonte à il y a 15-20 ans, puisque Oui, il y a et à une l'époque, petite vingtaine d'années. moi, j'ai découvert mon potentiel, c'est il y a 11 ans maintenant. Et il y avait déjà très peu de livres, donc toi, c'est quelques années avant, donc il n'y avait pas grand-chose en fait Non, pour comprendre le phénomène, si je peux non, appeler ça comme non, ça. non, 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 non. Je me suis dit, écoute, voilà, ton fils t'a été donné en responsabilité. Tu as reçu des grâces particulières pour ça. Donc, écoute, c'est à toi de faire fleurir tout cela et de pouvoir prendre ton job de maman à bras le corps et puis d'y aller, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce que ça veut dire que depuis ce moment-là, tu t'es toujours intéressé au potentiel? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours? Qu'est-ce qui fait que tu as recherché certaines pistes peut-être plus que d'autres? Comment ça s'est passé en fait au niveau de ce parcours? En fait, j'ai un caractère qui fait que quand je me lance sur quelque chose, j'y vais plutôt à fond. Oui. Donc, j'ai en effet épluché un certain nombre d'articles, fait des recherches, j'en ai parlé, j'ai participé au montage d'une association aussi à Bruxelles. En revenant en France, j'ai créé aussi les chantiers éducation pour les enfants à haut potentiel sur les Yvelines. Et donc, en fait, cette douance, précocité, multipotentielle fait depuis cette découverte
systématiquement partie de ma vie. Mhm. C'est-à-dire que je ne suis jamais passée par une phase de déni, Oui. de doute, oui, par rapport à comment est-ce que ça m'empêche de faire ça ou si. J'ai d'ailleurs découvert il y a 2 ans maintenant que j'avais un TDA. OK. Donc, et là, ça a été pour moi à nouveau, tu sais, ding, t'as Oui, oui, mais oui, je vois très bien. Moi, il y a l'ampoule encore des qui choses que je s'allume. découvre maintenant, tu vois. Et donc, pas C'est ça. longtemps, j'en parlais avec Fabrice Michaud. Ah, ouais, tiens, j'avais pas réalisé telle Ouais, chose. c'est ça, parce que en fait, la précocité masquant complètement cet aspect-là, bah oui, je me suis adaptée. Donc en fait, j'ai trouvé des moyens de louvoyer, de circonvolutionner, de pouvoir passer au-dessus, en dessous, par les airs, sur les côtés. Et ça a été aussi un soulagement pour moi de me rendre compte que c'était normal que je puisse pas fonctionner comme de cette manière-là, notamment concernant le fait de comment dirais-je, de d'intégrer des informations et de les mémoriser, puisque ça s'écrase. Donc en fait, c'est pas que je veux pas, c'est pas que je ne travaille pas ma mémoire, c'est juste que ça veut pas. Donc je trouve des moyens pour pallier à cela, et c'est pleinement ok. Euh, et donc là où ça a été compliqué et délicat, ça a été systématiquement par rapport à chacun de nos enfants quand il y a eu des phases de difficulté, notamment scolaires. Il y a quelque chose qui a été aussi très éclairant pour moi et très déculpabilisant. Ça a été la découverte des intelligences multiples de Howard Mhm. Gardner. Mhm. Parce que quand on va là-dessus, là, on se dit, purée, 2 modes d'intelligence sur le scolaire, ok, ça laisse un éventail de possibles complètement dingue, donc go. Et d'ailleurs, celle qui n'était soi-disant pas du tout scolaire, aujourd'hui, elle est en master. Donc, comment vous expliquer que, Oui. bref, Mhm. voilà. Hein. Euh, Il y a aussi quelque chose qui est assez embêtant, je dirais, puisque j'en ai 4 sur 4 avec des profils complètement différents, c'est l'aspect apprentissage du sens de l'effort. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que, pardon, je vais parler chiffres, mais scientifiquement, c'est posé de cette manière-là. Plus on va monter Mhm. En QI, tu veux dire, hein? en QI, Mhm. nonobstant l'aspect TDA et Oui. autres, hein, ou 10, plus on va monter en QI, moins l'apprentissage de l'effort est efficient. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est complexe pour moi. Oui, parce que en fait, ce qu'on constate, c'est que au début de la scolarité, il n'y a pas ce besoin d'effort. Ils comprennent, et plus le QI est élevé, au plus on peut supposer, en tout cas, que l'information passe fluidement. Et donc, au moment où ça ne passe plus, ils n'ont pas encore appris, et c'est un moment où ça devient compliqué. À condition que ça ne passe plus. Ouais. Nous, on en a Oui. un pour lequel c'est toujours passé Ouais. et qui, post-bac, Mhm. bah, se retrouve planté et a planté 4 années d'études parce que enfin, ne se positionnant absolument pas dans une volonté d'aller sur les rails. Oui, donc ça veut dire que, entre autres, ce que tu dis par rapport à l'effort et dans cet exemple-là, c'est que euh, comme c'est passé au niveau scolaire, Ah il y oui? a, il y a, il y a, il y a plus, il y a pas cet apprentissage de l'effort Non. pour pouvoir mettre en place des projets, etc. Et donc, c'est Zéro compliqué. méthodologie, zéro méthodologie, Mhm. et puis un sentiment aussi de toute puissance, hein. Mhm. Mhm. Donc Oui. on attend le mur. Oui, et puis je pense pas qu'on soit dans une société actuellement où on apprend. Alors, c'est pas qu'on n'apprend pas l'effort, mais moi, j'entends ma belle-fille qui m'a dit à plusieurs reprises, mais quand je vous vois bosser, toi, papa, maman, etc., ben, moi, je pas envie de cette vie-là en plus. Donc, il y a ce côté-là aussi qui vient se juxtaposer. Enfin, c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'aborder cet aspect-là des choses pour les jeunes d'aujourd'hui. Je pense que c'est plus lié au sens Mhm. que tu donnes. Si je dis à mon enfant, et là je parle en jeu, si je dis à mon enfant, il faut travailler de toute façon pour réussir dans la vie.
ou pour réussir ta vie. Est-ce que ça fait sens? Non, pas pour eux. Pas pour eux. Donc, en fait, il faut complètement repositionner le discours de manière à ce qu'il soit cohérent, sensé, et que les parents eux-mêmes soient un exemple pour leurs enfants. Le fait ce que je dis, pas ce que je fais, Oui. ils savent très bien appuyer là où ça fait Oh mal, oui. potentiellement. C'est ça. Ah, t'as la petite phrase assassine tout d'un Je coup qui confirme. sort. Ting. Je crois qu'on voit bien de quoi tu parles. Mmh. Ah, donc, ce que j'entends, c'est combien ton rôle de maman a été impacté par cette découverte et par Oui. le fait que ben, la famille soit concernée. Euh, et toi, à titre plus personnel, est-ce qu'il y a eu un moment donné entre le moment où tu l'as redécouvert, enfin découvert parce que ta maman savait, mais pas toi, et maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment clé où ça a eu son importance, où ça a changé quelque chose? Ah, alors là, pardon pour le cirage de chaussures, mais quand je suis tombée sur le congrès de la douance, Nathalie, OK. et où là, j'ai eu l'occasion de le suivre et où je me suis dit, waouh, j'avais déjà conscience de la diversité de profils, j'avais conscience de la diversité comment dirais-je, de personnes. Mhm. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que là, on sort de l'aspect neurosciences pure, à savoir juste d'un distinguo de taille au niveau du néocortex, et on arrive sur la gestion des émotions, qui est un terme que je n'aime pas. Je Moi non plus. préfère utiliser celui de régulation des émotions, Tout à fait d'accord. parce qu'on ne les gère pas ou on ne les canalise pas, en tout cas pas les miennes. Voilà. Euh, Quand on commence à s'intéresser aussi à l'assertivité, Mhm. quand on commence à comprendre qu'on n'a pas à se suradapter au monde, mais qu'on rentre en relation avec ses propres besoins, faire le distinguo entre ses besoins et ses envies, Mhm. ne plus être en mode survie pour répondre à ses envies, mais être en mode besoin pour répondre à sa mission de vie. Et tout ça, ça s'est positionné du fait du premier congrès de la douance, parce que je me suis rendu compte de la diversité des aspects qu'un précoce pouvait avoir et à quel degré ça pouvait le toucher Mhm. et quelles incidences ça allait avoir sur sa vie, sur ses comportements. Alors j'ai une très mauvaise mémoire pour les noms, mais le distinguo entre l'être et le comportement. Mhm. Un comportement, on peut le critiquer, pas l'être. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ça a été un tilt. Mais oui, Et parce que que, tu as entendu au congrès de et Ouance que à j'ai travers une entendu. intervention, hein, c'est Oui, ça, tout ouais. à fait. Et il y a quoi? Il y a 5 ans déjà maintenant. Et oui, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et voilà, donc, en fait, plus ça a été, plus ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que tu es arrivée en tant que maman, toujours en train de chercher des pistes de Oui, solutions pour pouvoir accompagner tes enfants. Et là où il y a eu un déclic, c'est vraiment quelque chose à titre personnel. C'est ça que j'entends, en ah, fait. complètement, ça a vraiment chamboulé ma vie. Moi, c'est pas tant le déclic par rapport au fait d'entendre que j'étais précoce. Non, non. C'est, je me souviendrai toujours, j'étais dans le salon, dans le canapé, et je sais plus par quel biais je suis arrivée sur le congrès. Et en fait, j'ai regardé la première interview, et puis la deuxième. Et puis le lendemain, j'ai dit aux enfants, bon, moi je vous préviens, hein, là, ce soir, pas dispo, le dîner est là, vous vous débrouillez, et je veux pas un bruit autour de moi. Et ça, pendant toute la semaine, j'ai été complètement Oui, parce que c'est intense, associée. c'est une semaine complète, le Oui, congrès, hein. Donc, une semaine complète, et je m'en suis pris plein la figure.
la figure, par la figure. Et Digestion. avec une oscillation en termes émotionnels assez genre montagne russe. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas les manèges. Mais là, j'avais un ressenti virtuel de montagne russe émotionnelle assez intense. Et merci pour ça à toi et à toute l'équipe parce que vraiment, je trouve que c'est un outil absolument incroyable et c'est pas seulement de la vulgarisation. Je dis souvent que quand j'en parle, que en fait, c'est comme les dessins animés de Walt Disney ou un Astérix. Chacun a son degré de lecture. Et dans les dessins animés de Disney, on peut rester très, très, très basique. Et à partir du moment où on commence à avoir une certaine connaissance au niveau symbolique, au niveau conte de fées, voilà, la lecture est complètement différente. Le message est différent. Et au Congrès de la danse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque année, je ne manque pas le congrès, même si aujourd'hui, j'ai de ce fait décidé de partir dans un autre métier du fait du congrès et des rencontres que j'ai pu faire par ailleurs en tant que thérapeute. Mais voilà, pour moi, c'est une évidence. Même s'il y a des redites, c'est pas grave. D'abord, la répétition amène l'ancrage. Et puis, deuxièmement, il y a un tel travail qui est fait en amont dans ton équipe pour diversifier les thèmes et amener toujours un éclairage différent que c'est toujours une surprise. Oui. Donc, à ce propos, d'abord, merci pour ce témoignage parce que je ne l'avais jamais entendu comme ça, donc ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Avec Merci pour plaisir. ça. Et effectivement, moi, j'ai pour habitude de dire, ça parlera peut-être à des personnes qui nous écoutent, que je m'ennuie très, très vite. Et donc, refaire 2 fois la même interview sur le même sujet, c'est juste pas possible pour Alors, moi. Donc, pour moi, c'est facile, tu vois. Je vais chercher des nouveaux sujets qui m'intéressent. Et ça donne de la variété depuis 7 ans. Si je n'étais pas certaine du fait que tu nous réserves des surprises encore et encore, je ne suivrai plus le congrès. Et C'est je vrai. n'ai aucun doute par rapport à cela. Moi non plus, sur le fait que ça sera comme ça encore. En tout cas, je pense que si un jour je suis à court de sujet et je ne comprends même pas comment on peut être à court de sujet, en tout cas pas si tu vas chercher toute une série de choses, un tas de choses à découvrir, mais si ça devait être le cas, je pense qu'il n'y aurait plus de congrès parce que je m'ennuierais et que ça fait partie pour moi de mon axe dans ma manière de transmettre et de prendre plaisir dans mon métier. Ça ressemble à ce que tu as dit, une fois que la boucle est bouclée, moi j'ai besoin de passer à autre chose. Donc Bon, c'est pas grave, tu auras laissé X années de rediffusion, donc on a quelques voilà. heures de visionnage encore. Encore, mais c'est loin d'être fini, hein, puisque la Heureusement. 7e édition arrive bientôt. Euh, Aujourd'hui, sachant là où tu es, ce que tu as découvert, le chemin que tu as emprunté dès la découverte de ton fils aîné et ce qui s'en est suivi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je ne crois pas. Mm. Je ne crois pas. J'en suis même certaine. Parce que mon expérience de vie fait la femme que je suis aujourd'hui, la, la thérapeute que je suis, euh, m'a amené beaucoup d'humilité Mhm. et je n'ai absolument aucune envie que cette humilité soit autre. Et j'aime à dire que aujourd'hui, après 50 années de vie, j'ai, je dirais, enfin mis le doigt sur ma mission de vie, Mhm. qui est celle de partager mon expérience et d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel, à ne pas avoir à vivre les mêmes affres que ceux que j'ai pu vivre. Il y a deux façons de voir la vie. Tu vois le verre à moitié plein ou tu vois le verre à moitié vide. Et je pars du principe que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui. Je pense que j'ai une capacité de résilience qui est particulièrement importante. Je le dis
très, très simplement. Mais et je crois que c'est ça. Si j'ai réussi à toucher au-delà de ma famille, de mon mari, de nos 4 enfants ou des gens qui m'entourent, de mon premier cercle, si je réussis à toucher ne serait-ce qu'infimement une personne pour qu'elle puisse s'ouvrir à elle-même et s'ouvrir aux autres, ben en fait, j'aurais été missionnaire. Mhm. C'est beau, c'est plein de sens, ça donne du sens. Oui, mais on a besoin, j'ai besoin de sens et nous avons besoin de sens. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je parlais de survie tout à l'heure. Mhm. Euh, Moi, j'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre. Pas pour être importante aux yeux des autres ou à mes yeux, non, parce que c'est l'humain, c'est le partage, l'alignement âme, esprit, corps, c'est le respect de soi-même, hein, qui permet le respect des autres. C'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même qui permet la bienveillance vis-à-vis des autres. Bien sûr, tout part de soi. Et je pense que c'est vraiment important de l'intégrer. Alors oui, sachant que c'est très amusant, parce que quand j'en ai parlé à notre dernier, donc 16 ans, que aujourd'hui, je partais du principe que je répondais à mes besoins, et il m'a dit, maman, c'est de l'égoïsme. D'accord. Ok, audible. Et, et je lui ai dit, en fait, non, mon chéri. Si je pense à moi, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi. Mhm. Si je pense à moi, ça veut dire que je me respecte et que je te respecte et que je pense à toi aussi. C'est pas où, c'est et. C'est et. Ouais, très, très, très important. Ouais. Merci. Et ça, c'est une clé qui est pour moi fondamentale. Euh, Parce que la culpabilisation venant des autres, elle, elle arrive très, très vite. Elle arrive très, très vite, mais j'ai aussi vu dans ton parcours que tu arrivais à te détacher de cette culpabilité. Oui, parce qu'en fait, elle n'apporte rien. On est d'accord. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une emprise que les autres pourraient avoir sur moi, par Mhm. ailleurs, pour pouvoir me manipuler. Il s'avère que, ah bon, je vais te faire une confidence. On est entre nous, personne ne Tout l'entendra. à fait, tout à fait. J'ai eu une mère manipulatrice perverse narcissique. Mhm. Et quand je suis partie en thérapie il y a quelques années, la thérapeute qui me suivait m'a dit, est-ce que vous êtes consciente, Caroline, que vous auriez pu passer du côté obscur de la force? Mhm. Alors je lui ai répondu, j'en ai tout à fait conscience. Mais moi, j'ai toujours cherché la lumière. Mhm. Mhm. C'est beau. Et c'est ça qui donne du sens. La lumière, ça peut être le sens. Qui donne du sens et qui demande aussi d'aller voir en soi, de prendre sa responsabilité, de faire tout ce travail-là. D'assumer. Ouais. Et là, je peux vous avouer que ça demande une dose de courage mouse costaud. Mhm. Mhm. D'aller trifouiller au fin fond de soi-même et d'être face à soi-même. Et là, il n'y a plus de... Je crois aussi que je vois bien ce dont tu parles. Ouais. Euh, et c'est OK si tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Et pas en mesure de le faire ou pas en mesure de le faire maintenant. Je pense qu'il y a ça aussi. Parfois, il y a une Oui. question de timing et c'est OK. Laisser à l'autre la liberté de ses choix, Mhm. Mhm. de ses actes et de ses paroles. Ouais, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Tu le sais, lors de, lors de l'interview de Rémi Tremblay, je ne sais plus en quelle année c'était, il y a fait un moment déjà. Alors, Rémi Tremblay, c'était le 5e congrès, donc C'était le il y a deux 5e. ans. Il y Il y a a deux deux ans, ans, ouais. voilà, tout à Mhm. fait. Et voilà. Et Rémi, par rapport à cela, est d'une sagesse absolument incroyable, je trouve. J'ai du mal avec le mot acceptation. Il a une qualité de présence et d'ouverture du cœur. Moi, c'est comme Oui, ça que j'aurais envie c'est de ça. le traduire. Il est juste Absolument ancré. extraordinaire. C'est une posture. En C'est fait, c'est vraiment une une posture. posture. C'est une Ah. posture pour moi. Et j'ai très envie un jour d'avoir cette posture-là. Bon, j'ai encore Mhm. beaucoup de chemin, mais j'ai très envie d'avoir cette posture-là. Ouais.
Ah oui, c'est beau, hein? C'est beau, effectivement. Euh, on arrive tout doucement au bout de cet échange. Si tu avais des clés à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont au début de leur chemin sur cette découverte de leur singularité, même qui sont peut-être pas encore tout à fait certains ou pas, je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais Mhm. envie de leur dire? La première des choses que je leur dirais, c'est de souffler, de respirer, de se reconnecter à leur corps, de se respecter, de ne pas en avoir peur. Tout est pour le mieux. Il n'y a pas d'enjeu. Que l'on en fait vis-à-vis de la précocité, le discours que j'ai toujours tenu à nos enfants est que, en fait, chacun est extraordinaire parce qu'il est unique. Et sa singularité, en fait, c'est un trésor, c'est un don. Mhm. Et l'important, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire de ce don. Si on n'a pas envie de l'utiliser, c'est tout à fait concevable. Si on a envie de l'explorer, pas à pas, tranquillement, en se laissant le temps, sans essayer de trop absorber de données, de ne Oui. pas partir dans comment dirais-je, c'est pas à toi que je vais expliquer comment ça peut fonctionner parfois, de pas trop partir trop vite dans tout et n'importe quoi, de se laisser le temps de D'intégrer, hein? digérer. Ça prend vraiment ce temps-là de la Oui, digestion, tout à fait. tout à fait. Et ça, et que, en fait, un chemin absolument extraordinaire. Je crois que c'est le plus beau chemin de vie que l'on peut avoir, euh, que d'être dans l'engagement de devenir ce que l'on soupçonne d'être. Mhm, mhm. Si on laisse Beau parler son message. intuition. Oui, c'est l'importance de l'intuition également. Dernière question avant de nous quitter. Toi qui connais bien le Congrès de Douance, tu nous en as déjà parlé Oui. avec beaucoup, beaucoup de mots doux et qui m'ont touchée. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent par rapport à ce congrès? Pourquoi ils devraient y venir? Enfin, devraient, probablement pas le bon mot, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver que tu n'as pas encore nommé, par exemple? Alors, de manière extrêmement simple, être curieux, répondre à sa curiosité naturelle, parce que si les gens voient ou entendent des choses à propos du congrès et qu'ils peut-être manquent cette opportunité, eh bien, il ne faudra pas venir derrière dire ah, c'est vraiment dommage, j'ai pas pensé. Les louper. Ça, c'est pour l'aspect, tant pis pour eux s'ils viennent pas. Non, je Mhm. plaisante. Mhm. J'aime beaucoup taquiner. Je pense que oui, c'est un aspect qui rentre en ligne de compte. Soyez curieux. Venez toquer et pas juste à une seule conférence. Oui, ouais, c'est S'il y en a une, important, hein. s'il y en a une qui vous parle pas, c'est pas grave. Essayez-en une autre. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la façon dont on considère l'apprentissage dans la vie. Est-ce qu'on considère le temps que l'on va donner au congrès comme un coût Mhm. ou bien comme un investissement? Je pose ça comme ça. Réponse à chacun. Chacun y C'est trouvera ça. effectivement ce qui est juste pour lui. J'en profite pour vous rappeler les dates de la septième édition. C'est du 3 au 11 octobre 2022. Vous y trouverez toute une série de thématiques diverses et variées. Euh,
2 interviews par jour en direct avec la possibilité de poser des questions-réponses. Au total, 15 intervenants avec également une soirée de gala. Si vous voulez en savoir plus et puis surtout si vous voulez vous inscrire et c'est gratuit, je vous invite à composer www.congrès-douance.com. Je vous rappelle que c'est gratuit, c'est du 7 au, non pas du 7, du 3 au 11 octobre et c'est par contre la 7e édition du Congrès d'Ouan, cet événement qui est tant attendu chaque année dans le monde du haut potentiel. Et si vous êtes concerné uniquement par l'hypersensibilité ou si vous ne savez pas, eh bien, c'est tout à fait OK de venir dès le moment où vous êtes interpellé. Et comme nous dit très bien Caroline, que je remercie pour son témoignage, soyez curieux, venez voir, venez découvrir chacune des interventions. Je suis certaine que vous y découvrez des choses auxquelles vous ne vous attendez même pas. Voilà. Merci Caroline, et puis je te dis à très bientôt pour Avec grand plaisir, Nathalie. la 7e édition et probablement pour d'autres aventures également. Merci beaucoup. J'ai hâte. Au revoir, Nathalie. Merci. Au revoir.